Qui a fait deux paris économiques selon Jean-Marc Vittori des Échos. Bonjour Jean-Marc. Bonjour David, bonjour tout le monde. Alors, donc voilà, quels sont ces deux paris? Ces deux paris, encore une fois, pris par Poutine. Le premier consiste à croire bien que l'argent pourrait protéger et préserver son pays, d'où ce qui s'est passé pas en sous-marin, mais en tout cas ces dernières années, avec beaucoup d'accumulation de réserves de cash. Oui, cette histoire-là commence en 2014, quand la Russie met la main sur la Crimée, au mépris de tous les accords internationaux. Donc une partie de l'Ukraine qui est devenue russe. Et donc les pays occidentaux, l'Union européenne, les États-Unis, ont pris à ce moment-là des mesures pour pénaliser la Russie, pour pénaliser l'économie, mais aussi la finance russe. Et Vladimir Poutine, qui était déjà là, on a tiré une leçon simple, c'est qu'il faut constituer des réserves pour se protéger de ce genre de choses. Ce n'était pas la première fois. Les pays asiatiques avaient fait exactement la même chose après une histoire un petit peu différente, celle de la crise asiatique de 1998. À ce moment-là, il y avait des capitaux à court terme qui avaient fui toute une série de pays, la Thaïlande, les Philippines, la Malaisie, etc. Et le FMI est arrivé, a imposé des mesures de rigueur en disant il faut absolument serrer le budget, etc. Ça a fait plonger les économies dans la récession et c'était des mesures qui étaient totalement inadaptées. Donc les pays asiatiques ont dit, face à ça, il y a une seule mesure à faire, il faut constituer des réserves. Et donc ils ont développé des excédents, et y compris la Chine, qui était juste à côté, qui avait regardé ça de très très près. Et tous ces pays se sont dit, il faut absolument protéger nos économies et donc faire des réserves. Poutine a fait exactement pareil à partir de 2014. Il a fait en sorte, aidé par les prix du gaz et du pétrole, fait en sorte que les excédents commerciaux de la Russie soient tout à fait importants. La Russie a maintenant plus de 600 milliards de dollars de réserves de change. Ouais. Et puis aussi faire en sorte que le budget soit équilibré. L'an dernier, le budget russe était pratiquement à l'équilibre, alors que nous, on n'était pas loin de 10% dans l'ensemble des pays avancés. Voilà. Donc il faut reconnaître que les comptes ont été bien tenus, encore une fois. Dette publique inférieure à 20% du PIB. Oui. Nous, c'est pareil, mais qu'un 1 devant. Encore une fois, il a été aidé, c'est vrai aussi, par des cours du gaz et du pétrole qui sont aussi très élevés, qui constituent d'ailleurs la moitié des exportations plus de la moitié, du pays. Sauf que cet argent en caisse, c'est bien de l'avoir, autant faut-il encore pouvoir en faire bon usage, ou en tout cas usage. Et c'est là où ça se complique au vu des nouvelles sanctions occidentales. Et oui, ce qui s'est passé, qui ne s'était pas passé en 2014, c'est des mesures beaucoup plus brutales, finalement décidées par l'Europe et les États-Unis. Ça n'a pas été évident, ça a tergiversé, mais pas très longtemps finalement, par rapport à ce dont on peut avoir l'habitude en Europe. Et donc deux mesures très très fortes. La première qui est le blocage de SWIFT. SWIFT, c'est un système assez, je dirais pas archaïque, mais enfin, qui n'est pas très sophistiqué, mais qui est essentiel dans le système bancaire, puisque c'est par là que passent pas toutes, mais la grande majorité des instructions de paiement au niveau international, et avec une très très grande sécurité. Et donc c'est absolument indispensable aujourd'hui. C'est une coopérative belge, mais ça compte dans le monde entier. Et donc bloquer SWIFT pour les banques russes, ça veut dire... Pas toutes les banques russes. Pas toutes les banques russes, pas sur toutes les transactions, mais même sur une partie importante. Et pas sur les transactions en gaz et en pétrole. Voilà. Soyez en passant. Oui, bien sûr. Mais tout de même, ça risque donc d'être très compliqué pour les banques russes. Donc ça, c'est la première mesure. Et puis surtout le gel des avoirs de la Banque centrale russe par l'Europe et les États-Unis. Oui. Ça, c'est du jamais vu. Voilà, c'est du jamais vu. C'est un type de mesure nouveau. Et donc, ça va aussi fragiliser énormément la À quelle hauteur sur les 650 milliards de réserves de change de la Russie? Je dois être honnête, je n'ai pas le chiffre. Bon, le second pari de Poutine. Alors, le second pari de Poutine, c'est un pari d'une nature un peu différente. Il a supposé que son adversaire, le président russe Volodymyr Zelensky, allait agir en fonction d'arguments économiques. Et d'arguments économiques, pas pour l'ensemble de son pays, mais pour lui-même. Vous savez, Vladimir Poutine, il est entouré d'oligarques, de gens qui ont constitué des fortunes très, très importantes et qui le soutiennent très fortement. Et puis, quand vous regardez les autres chefs d'État des anciennes républiques soviétiques, vous voyez un certain nombre de gens qui ont accumulé énormément d'argent de manière pas
propre souvent et pour qui l'argent prime surtout. Donc il voyait le président ukrainien en mode take the money and run, quoi. Exactement. Exactement. Le pari qu'il a vraisemblablement fait, c'est qu'au premier char russe entrant en Ukraine, Zelensky allait s'envoler pour ailleurs et vivre sur des milliards confortablement amassés dans des banques suisses, comme ça se fait assez souvent. Et là, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Zelensky n'est pas un oligarque. Zelensky, c'est on connaît un petit peu le profil du personnage. Hein. C'était un héros d'une série télévisée. Il n'a pas agi de cette manière-là, même s'il a de l'argent de côté. Il est resté dans son pays, et il se bat, et ça complique évidemment énormément les choses pour Vladimir Poutine. Il pensait visiblement entrer en Ukraine comme dans du beurre. C'est beaucoup, beaucoup plus compliqué, hein, d'où la terrible offensive qui est en train de se préparer et qui risque d'être sanglante sur Kiev. Mais évidemment, ça rend la suite militaire pour les Russes en Ukraine beaucoup, beaucoup, beaucoup plus compliquée. L'issue de ce conflit, l'issue est vraiment très incertaine parce qu'il a quand même les moyens, Poutine, là pour le coup, militaires, de gagner cette guerre. Il a peut-être les moyens militaires, il faudrait faire un recensement exact, mais c'est vrai que la Russie a beaucoup investi dans son armée ces derniers temps, mais l'armée, elle a besoin aussi d'argent. Elle a besoin aussi de motivation, et on sait qu'il y a des problèmes. Il y a visiblement des soldats russes qui ont été envoyés en Ukraine sans qu'on leur dise ce qu'ils allaient y faire. Donc ça va être un petit peu compliqué. Est-ce que Vladimir Poutine pourrait, pour le coup, être emporté par cette tempête qu'il a provoquée les oligarques le soutiennent, mais certains plus ou moins. Il y a la question de l'armée, même du peuple russe, qui manifestement ne comprend pas et peut-être ne veut pas cette guerre. Mais ce qui s'est passé déjà avec les mesures qui ont été prises, hein, c'est hier on a eu un coup d'accordéon redoutable sur le rouble. Il a perdu jusqu'à 30% pratiquement avant de reprendre un peu des couleurs, mais il est vraisemblable que la monnaie russe va s'affaiblir, ce qui veut dire fatalement des hausses de prix pour les consommateurs russes. Et même si Poutine a un comportement extrêmement autoritaire, il ne peut pas faire comme si son peuple n'existait pas. Il est obligé d'écouter un petit peu. Il va y avoir des revendications de ce côté-là. Il va y en avoir aussi du côté des militaires, parce que les soldats, eux aussi, ils ont une solde donc le pouvoir d'achat va s'affaiblir, mais aussi parce que les militaires russes, comme les militaires de tous les pays, ont un sens de l'honneur, et que l'opération en Ukraine, qui s'annonçait comme une partie de plaisir, se révèle finalement beaucoup plus compliquée. Les Russes, les militaires n'ont aucune envie de se retrouver ridiculisés comme de vulgaires Américains au Vietnam il y a un demi-siècle, et donc ils vont être extrêmement vigilants là-dessus. Il y avait des réticences d'ailleurs, on sait, au sein de l'armée russe pour mener l'offensive en Ukraine. Et le dernier soutien qui est très important pour Vladimir Poutine, c'est les oligarques, c'est ces riches patrons qui ont accumulé des milliards, voire des dizaines de milliards de dollars au cours des 20 ou 30 dernières années, hein, qui ont des yachts qu'on voit régulièrement en Méditerranée. Et ces gens-là, leur fortune, pour l'instant, elle risque d'être bloquée. Vous savez qu'en France et dans d'autres pays est à l'étude même la possibilité de confisquer leurs avoirs. C'est juridiquement très compliqué, mais c'est à l'étude. Et donc, évidemment, la situation pour eux devient un petit peu différente et ils commencent à se poser de sérieuses questions. Donc, ça fait des soutiens très importants de Vladimir Poutine qui pourraient s'affaiblir et il pourrait se passer des choses au Kremlin qui rappellent des époques très, très différentes. Est-ce que la tempête pourrait carrément aussi dépasser la Russie si, je ne sais pas, ma foi, si elle ne pouvait plus exporter de son fait ou contrainte, si elle ne pouvait plus exporter son gaz, son pétrole, du blé, encore une fois, tout ça pourrait faire flamber, encore une fois, le cours de ces matières premières et donc plus d'inflation, là je pense notamment aussi en Europe. Hein, et partout oui, ça a déjà commencé. Hein, on voit, quand vous voyez les prix d'un certain nombre de matières premières ces derniers jours, ça a flambé, ça va continuer de le faire. Il y avait déjà des tensions auparavant, hein, donc on était déjà dans un environnement qui était très, très inflammable. Et on voit bien que ça risque de s'enflammer encore davantage. Donc on risque d'avoir une inflation qui va être plus forte, plus durable dans les pays occidentaux. C'est sans doute déjà enclenché. Avec le danger ultime, et c'est le titre de cette chronique encore une fois, est-ce qu'il n'y a pas ce danger d'un krach financier ? Est-ce qu'on pourrait en arriver là ? Est-ce qu'avec tout ça, Poutine n'est pas en train de provoquer indirectement un krach financier ? Comment d'ailleurs on en arriverait là ? Ce qui se passe, c'est qu'on isole un pays complètement du système financier, avec les mesures SWIFT et banques centrales. Dans le PIB équivaut à celui de l'Espagne. Voilà, oui, mais on ne l'a jamais fait. On l'a fait déjà
sur un autre pays qui est l'Iran. Mais l'Iran est beaucoup, beaucoup plus petit. Là, la Russie, ce n'est pas un pays immense, vous dites, c'est le PIB de l'Espagne. Sur les marchés financiers, ce n'est pas un pays immense non plus. Mais la finance, c'est un vaste entrelac de transactions entre des acteurs très, très différents. Et donc, le fait de geler complètement le système financier d'un pays comme la Russie pourrait avoir des effets par ricochet qui pourraient être assez impressionnants. Et c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu. Mais ça se passe comment concrètement? Si on fait de la science-fiction, comment on arrive à un krach financier On découvre qu'un hedge fund a placé beaucoup d'argent dans un produit russe qu'il ne peut pas retirer parce que la bourse russe est fermée. Et même s'il pouvait le retirer, le prix se serait effondré. Pour faire ces achats, il y a des investisseurs qui empruntent. C'est un enchaînement de cette nature-là, avec à la fois des achats d'actifs et des emprunts derrière, et des choses qu'on ne voit pas, parce qu'on a une finance mondiale qui est extraordinairement fluide. Et donc, malgré tous les efforts qui ont été mis en place depuis la crise de 2008, on sait bien qu'il y a des positions cachées qui restent absolument massives, et il serait très surprenant qu'il n'y en ait pas un certain nombre qui passent d'une manière ou d'une autre par la Russie, et qui pourraient craquer. Donc ça ferait des maillons dans la chaîne financière. On parlerait de craquement. De là à parler de krach financier Ensuite, quand on est dans une situation sur les marchés financiers qui est assez particulière, on a des prix qui sont complètement boursouflés de partout, sur presque toutes les classes d'actifs, sur les actions, sur l'immobilier, sur les matières premières, sur les cryptos. Et donc tout ça, ça repose sur la croyance que ça ne peut que monter. Et à partir du moment où il y a des craquements, quand vous regardez les grands cracks de l'histoire, ils ne sont jamais produits ça n'a jamais été un coup de tonnerre dans un ciel bleu. Il y avait des craquements, et puis il y a un moment où ces craquements s'accumulent, se combinent, et ça provoque des mouvements d'une violence inouïe. Bon, on n'en est pas encore là. On n'en est pas encore là, mais c'est un scénario, je crois, qu'il ne faut pas exclure. On est dans un environnement financier qui est particulièrement volatile. On a des prix d'actifs qui ont flambé pendant des années avec des taux d'intérêt extraordinairement bas. Ces taux d'intérêt étaient en train de remonter avant que cette crise n'éclate et posaient de vraies questions sur la solidité du système financier mondial. Et ce qui se passe aujourd'hui en Russie amène à se poser des questions encore plus grandes sur cette solidité. Allez, point de vue signé. Merci beaucoup. Jean-Marc Vittori des Échos. Merci Jean-Marc. Merci à vous. Bye.